Matryoshka. Alors Olivier Truffinet est membre du mouvement pour un réveil écologique et Jas est membre de Youth for Climate. Merci à vous deux de vous asseoir où vous le souhaitez, évidemment. Et merci d'être là et merci d'avoir attendu puisqu'on a quand même un petit temps de retard, qu'on est samedi après-midi et qu'il fait hyper beau dehors. Donc vraiment déjà votre investissement est déjà notoire. Merci, merci à vous. Je me tourne vers vous Olivier Truffinet, vous avez 23 ans. Vous avez un micro aussi. Et vous êtes donc membre de ce mouvement pour un réveil écologique. Qu'est-ce que vous portez au travers de ce mouvement et en quoi vous avez cette envie de faire entendre un message? Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation déjà. Pour un réveil écologique, pour retracer un peu l'histoire du collectif, c'est parti à la base du manifeste pour un réveil écologique, qui est un texte qui a été publié en septembre 2018, coécrit par un certain nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur français. Et le texte disait une chose assez simple, il disait que les étudiants signataires étaient allés sous peu rentrer sur le marché du travail et qu'ils ne se reconnaissaient absolument pas dans les emplois qui leur étaient proposés, le modèle de société qui leur était proposé, et que ça les mettait grandement en difficulté personnelle, et qu'ils n'iraient tout simplement pas travailler pour des employeurs qu'ils estimaient en désaccord complet avec leurs valeurs. Donc le texte a été publié comme un manifeste pour signature par le plus grand nombre. Et son succès a étonné ses rédacteurs même, puisque en quelques semaines, il a récolté 30 000 signatures d'élèves des grandes écoles. 30 000 signatures, on peut se demander dans l'absolu est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup. Ce qui est plus intéressant, c'est que ça représentait de 1 tiers à 50% des promos qui étaient à l'époque à Polytechnique, HEC, Sciences Po, l'agro et compagnie. Donc il y a quand même un grand nombre d'étudiants du supérieur qui ont partagé ce constat, qui ne se reconnaissaient absolument pas dans la société et le monde qui lui était proposé. Donc voilà, ça c'était quand même un message assez fort. Et vous qui êtes justement, qui avez été à l'école polytechnique, est-ce que vous avez l'impression que quand on signe un papier, et qu'on est 30 000 à signer un papier, c'est rapide de signer un papier après tout. C'est pas non plus un engagement de dingue. Est-ce que vous avez l'impression que bon... dire tu préfères le bien ou le mal, je préfère le bien, bon ça paraît assez évident. Mais est-ce que vous avez l'impression que derrière il y a autre chose qui est portée et est-ce que vous le voyez vous maintenant que vous avez adhéré à ce mouvement, mais aussi que vous voyez les étudiants dans leur globalité, ceux qui ont peut-être signé mais qui n'ont pas adhéré? C'est une excellente question, c'est ce qui occupe à peu près mon mouvement, mon engagement de tous les jours. C'est compliqué, c'est très compliqué d'estimer ça. J'en parlais l'autre jour tout à l'heure avec des copains. Il y a un désaccord assez flagrant aujourd'hui entre ce qu'on observe dans les sondages. On voit que 80-90% des Français mettent l'écologie dans leur préoccupation principale et nous militants qui avons l'impression que les choses ne changent pas assez vite, voire pas du tout. Quand même sur la question des emplois, si on est quand même un peu... J'ai effectivement pas mal de camarades, de devant ma promo qui sont partis faire des choses absolument pas vertueuses, enfin pas spécialement vertueux. Et quand même, quand on les revoit 2-3 ans après, il y en a beaucoup qui ont quitté leur boulot au bout de 1 an parce que vraiment ils s'y retrouvaient pas. Il y en a beaucoup qui entre-temps ont eu leur révélation écolo. Ils n'ont pas eu le temps de l'avoir en école parce qu'ils s'étaient trop occupés à faire d'autres trucs. Mais voilà, après 1 an de travail, ils ont regardé quelques vidéos, parlé avec quelques copains et voilà, ils quittent leur premier boulot, ils se posent des questions, ils vont faire des trucs complètement différents. Donc, et ils font quoi d'ailleurs? Parce que la question c'est, on voit quel modèle on a envie de quitter, mais après tout, on va venir à la discussion aussi ensemble, Jas, mais on quitte un modèle et lequel on a envie de reconstruire. Ah bah ça c'est une autre question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des alternatives aujourd'hui suffisamment convaincantes? Un de nos gros axes de travail pour un réveil écologique, ça a été d'essayer d'évaluer un peu ce que faisaient les entreprises, notamment françaises aujourd'hui pour l'environnement. Est-ce qu'elles étaient à la hauteur? Est-ce qu'elles avaient des stratégies de réduction de leurs impacts qui tenaient la route, etc. Le constat, c'est que quand même très peu. Sur des trucs aussi bêtes que publier l'intégralité de son bilan carbone de manière convaincante, on est à même pas 20% des entreprises qui font correctement, enfin du CAC 40. Donc non, aujourd'hui il y a un très gros déficit il y a très peu d'entreprises qui font ce qu'il faut, et donc très peu de débouchés complètement liés sur nos valeurs. Et d'où un certain désarroi des étudiants de mon âge qui cherchent des manières de s'engager par leur travail et ont parfois du mal à le trouver.
Et vous faites quoi? Alors, vous avez fini vos études? Alors, moi, j'ai commencé une thèse, personnellement, dans le nucléaire. Je suis désolé, c'est complètement un autre sujet. Je sais qu'il y a peut-être des gens ici à qui ça ne plaît pas, mais je suis assez sûr de moi là-dessus. Voilà, ce qui est sûr, c'est que il y a des débouchés. J'ai plein de copains qui ont travaillé dans la fonction publique, dans des boîtes de l'ESS, l'entrepreneuriat social et solidaire, dans des boîtes plus classiques, mais qui ont quand même commencé à prendre la bonne direction. Mais voilà, il faut chercher, il faut trouver. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'arriverait pas à caser 100% des jeunes diplômés dans des emplois responsables, ça c'est très clair. C'est tout l'intérêt de faire évoluer les entreprises et tous les employeurs dans la bonne direction. Jas, on l'a dit, je crois que vous avez le droit à un micro par personne, ça roule. Il n'y en a pas. On va vous le trouver très rapidement. Ah, là juste... on vous l'a caché. C'est pas sympa. Voilà. Jas, comme on le disait, et on l'a répété plusieurs fois, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses, il y a des points de vue, il n'y a pas un mouvement d'engagement, il y en a plusieurs. Et pour un réveil écologique, on entend la façon dont porte la parole du mouvement Olivier Troufinet. Il y a quelqu'un derrière aussi qui, je sais pas. Et puis, vous, au niveau de Youth for Climate, comment est-ce que déjà vous avez envie de réagir à tout ce que vous avez entendu, et même tout à l'heure à Heinz Wiesmann qui a évoqué la figure de Greta Thunberg. Votre point d'entrée, ce serait quoi par rapport à tout ça? Moi, je sais pas, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je suis à la fois Youth for Climate et à la fois effectivement dans une école. Donc ce discours, je l'entends aussi, mais j'entends aussi ce qui est de l'autre côté du mur. Donc je côtoie aussi des gens qui sont déscolarisés, des gens qui sont déjà dans des emplois agricoles, on va dire, en agroécologie, etc. Donc c'est vrai que j'ai dit déscolarisés volontairement. Volontairement, c'est une démarche oui, du mouvement. Et c'est ça que vous dites. oui, voilà. Et aussi, à Youth for Climate, il y a beaucoup de jeunes donc, qui ont entre, ça va de 15, ça va de 12 ans à 24 ans. Donc je vois aussi des jeunes qui sont au lycée et qui n'ont absolument pas envie de travailler, en tout cas pas travailler dans le sens capitaliste du terme, c'est-à-dire pour vendre sa main-d'œuvre et remplir les poches des capitalistes et des exploiteurs. Qu'est-ce que je voulais dire donc, par rapport à Hans Wiesmann, je dois admettre que j'ai pas tout écouté, même si effectivement il y a ce besoin d'écoute générationnelle qui est primordial. C'est vrai que nous on a de plus en plus de mal, en tout cas Youth for Climate et moi aussi de mon côté, à faire confiance aux anciennes générations en fait, qui sont aux manettes, et malheureusement même si on peut se dire bon, on va faire confiance aux nouvelles générations qui rentrent par exemple à Polytechnique, qui rentrent à Sciences Po, etc., on se dit oui bon, ces nouvelles générations ont été éduquées et intériorisé les enjeux écologiques, donc ça veut dire que quand ils seront au pouvoir, ils vont réussir à les mettre en œuvre, ces promesses. Sauf que finalement, on se rend compte que Sciences Po, Polytechnique, etc., c'est des écoles qui ont été fondées il y a longtemps et qui en fait forment les étudiants sur les mêmes bases pédagogiques que leurs aînés. Donc, et à partir du moment où on entre en fait dans les institutions, on est complètement déterminé par elles et on n'en sort pas et on n'arrive pas justement, même si on est extrêmement radical dans nos manières de voir les choses et de volonté de changer le système, on va justement être coincé par des mécanismes qui soient économiques ou autres. Donc voilà, donc moi en tout cas mon approche c'est vraiment de dire qu'on a besoin d'un système, en tout cas d'un nouveau système anticapitaliste, antiraciste, décolonial, qui essaie de s'émanciper de toutes les valeurs destructrices, que ce soit des êtres humains ou des êtres non humains, et que ces alternatives existent, même si elles sont à des échelles très réduites. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, il y avait les zapatistes au Chiapas, qui sont bien installés depuis une vingtaine d'années maintenant. Bon, là, il y a des petits conflits en ce moment, mais sinon, en général, ils ont réussi à complètement créer une société en fait sans État, à créer leurs propres moyens de régler les conflits, leurs propres moyens de subsistance. On a vu que ça s'était déroulé aussi en France avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui il y a 10 ans ont commencé un long combat de lutte. Ils l'ont gagné pour empêcher la construction d'un aéroport. Maintenant, bon, il y a toujours des conflits, mais c'est toujours des gens qui parfois vivent sans être déclarés. Enfin, il y a eu des enfants qui sont nés de la lutte et qui n'ont jamais été déclarés à l'administration française. Donc voilà, c'est une petite société qui parvient en fait justement à contourner toutes les normes, toutes les règles sociales,
Voilà, donc je pense que les alternatives existent, c'est juste qu'elles ne sont pas assez diffusées, ou en tout cas quand on en parle trop mal, ou on les dévalorise directement parce que ça serait des vilains cutéreux ou autres qui voudraient tout détruire, alors que ce n'est pas le cas. C'est des nouvelles valeurs qui se créent, justement. On n'a pas parlé de valeurs, c'est des nouvelles valeurs qui vont être justement, qui vont essayer de dire que le métavers, c'est pas ce qu'on veut, que nous, on veut des nouvelles valeurs qui prennent en compte tous les vivants, etc. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous suivez comme cursus? Quel âge est-ce que vous avez? Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à adhérer à un mouvement comme Youth for Climate qui se veut justement casser toute forme de modèle et aller vers quelque chose de complètement alter? Vous parlez de Notre-Dame-des-Landes ou alors de ce qui se passe chez Zapatis, qui sont des systèmes absolument... Enfin, si ce n'est, c'est pas des systèmes d'ailleurs, qui sont des fonctionnements absolument radicaux. Donc vous cherchez une forme de radicalité. Qu'est-ce qui vous fait cheminer vers cette radicalité après tout? Puisque si on revient aux différentes vérités exprimées par Heinz Wiesmann, mine de rien, il y a aussi une affaire de subjectivité là-dedans. Qu'est-ce qui vous fait cheminer vers ça? En fait, finalement, la radicalité, on l'atteint très très tôt, à partir du moment où on s'engage. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti qu'ont la plupart des militants et des militantes dans les mouvements que je fréquente. Moi, c'était, je sais plus trop, il y a peut-être 3 ans, quand j'avais 16 ans, quand les mouvements climat ont commencé à émerger, je m'y suis intéressé de loin. J'avais encore confiance, peut-être à réussir à parvenir à faire changer la direction que prenaient les actions des gouvernements. Malheureusement, après 3 ans de marche et 2 ans de Covid, on s'est rendu compte que rien n'avait été fait, que les accords étaient au contraire, qu'on régressait en fait. Donc on arrivait à un tel point où plus l'écologie et les autres enjeux liés à ça sont médiatisés, moins ils sont pris en compte. Donc là, on en arrive à un point où moi je ne fais... C'est un constat que vous le percevez, ou alors c'est une analyse que vous faites parce que ça pose un vrai sujet sur lequel on va revenir quand même longuement, c'est la question de la conscience culturelle et de la culturation avec tous ces sujets. Vous dites, plus on le sait, plus on s'en fout, alors qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Alors sur quoi vous basez ça? Je sais pas, déjà du point de vue des gens, j'ai l'impression que plus les gens le savent, plus ils sont au courant que une grande masse de personnes le sait. Donc finalement, on va se dire, j'ai envie de me renfermer dans un petit cocon et rester passif. En fait, j'ai l'impression que effectivement, il y a une énorme conscience des enjeux climatiques. Il y a de moins en moins de climato-sceptiques. Par contre, on a tendance à vouloir un peu s'abriter, se cacher, parce que on n'a pas envie d'aller au devant de ça. Et dans le sens où c'est pas la faute des gens. Enfin, nous, en tout cas, c'est pas la posture qu'on adopte à Youth for Climate. C'est la faute des gouvernements, des entreprises qui n'agissent pas et qui ne montrent pas le bon exemple, malgré nos actions sur le terrain. Et donc, c'est ça qui nous fait dire que c'est à nous maintenant de nous prendre en main et de créer ces alternatives en dehors des institutions. Voilà. Et j'ai oublié le début de la question. C'est pas grave, mais en tous les cas, ce que ça m'amène à vous poser comme question, c'est quand vous voyez aujourd'hui certaines entreprises ou certaines filières qui sont en mouvement. Alors c'est sûr que quand on est à bord d'un tout petit bateau, on peut tourner plus facilement que quand on est à bord d'un paquebot. Le mouvement est bien plus long, il y a une inertie et on peut l'entendre, même si je n'ai pas fait de physique, mais je vois à peu près le truc. Est-ce que chaque petit mouvement qui est engagé vous paraît finalement quelque chose de gagné, ou la radicalité qui est la vôtre fait que vous le voyez avec un peu de distance, de cynisme ou d'aquabonisme ou de déclinisme? Non, il ne faut pas avoir une posture surplombante et dire que ce que nous on fait, c'est la bonne chose. Par contre, on peut critiquer justement cette politique du petit geste, comme on aime à l'appeler, qui est en fait valorisée par les dirigeants pour effectivement fuir ce qui, eux, les attendent, c'est-à-dire changer drastiquement leur manière de voir le monde et de gérer le monde. Donc en fait, il y a d'ailleurs des études qui ont été faites là-dessus, et c'est que même si tout le monde adoptait des comportements 100% écologiques, refaisait sa maison, etc., changer, la rénover, etc., eh bien on ne parviendrait qu'à réduire de 25% les gaz à effet de serre. Donc... Alors, oui, dis-moi. Cette étude, c'est une étude du Shift Project, et je trouve qu'elle est souvent mal citée parce qu'il y a 2 chiffres en réalité, il y a 25 et 45%. 25%, c'est
une réduction raisonnable des consommations individuelles, Ouais. et 45%, c'est une réduction qualifiée de héroïque, qui en réalité n'est pas si héroïque que ça. En gros, pour vous donner un schéma, 25%, c'est je mange moins de viande et je prends moins l'avion. 45%, c'est je mange plus de viande, plus l'avion. Et voilà. Je trouve que c'est un peu trompeur de dire que 25%, alors qu'en réalité, c'est au moins... On frise la moitié. Voilà, on frôle la moitié, et peut-être qu'on aurait pu aller encore plus loin en considérant des modes de vie vraiment plus radicaux, avec moins de consommation. Voilà. Juste une petite question avant qu'on continue et qu'on fasse intervenir nos invités. Vous êtes plutôt positif ou négatif sur votre devenir, et est-ce que vous pensez avoir un travail des enfants? La priorité à celui qui veut l'apprendre. Je vais quand même essayer d'être à peu près honnête. Non, je suis assez pessimiste dans la vie de tous les jours. Je ne pense pas avoir d'enfants, pour cette raison comme pour d'autres. Mais par rapport à ce que vient de dire Joss, je suis bien sûr, comme à peu près tous les militants, je trouve que toutes les choses vont beaucoup trop lentement, etc. Et je fustige les petits gestes, je fustige tout ça. Il y a quand même, je dirais quand même un truc, c'est que voilà, pour un écologique, par nos premiers emplois, par nos recherches, etc., on se pose quand même beaucoup la question de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se met aujourd'hui en branle comme mouvement dans les sphères de décision, les directions des entreprises, le gouvernement, etc. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même des très grosses choses qui sont en train de se jouer. C'est pas que des petits gestes, c'est pas que les touillettes en plastique. Il y a quand même des vraies grosses questions qui sont en train de se poser sur les taxes carbone, l'ajustement carbone aux frontières en Europe. Donc, typiquement, voilà, est-ce qu'un jour le carbone va être taxé? Est-ce que, ce qui est déjà un peu le cas, est-ce qu'on va taxer aux frontières, c'est-à-dire pénaliser les produits très polluants qui nous viennent de Chine ou d'ailleurs? Est-ce qu'un jour on va avoir des politiques très ambitieuses sur le chauffage, le logement? Enfin, voilà, des vraies grosses questions qui concernent vraiment le cœur de nos émissions et qui changeraient énormément de choses. Aujourd'hui, ces sujets sont quand même abordés. Et ils sont quand même abordés dans les plus grosses hautes sphères de nos gouvernements et nos entreprises. Donc voilà, c'est pas faux, c'est pas vrai de dire que c'est que des petits pas. Est-ce que toutes ces évolutions seront suffisamment rapides et suffisamment ambitieuses tout de suite pour nous éviter des gros problèmes? C'est pas sûr du tout. Mais voilà, je suis pas confiant. Ça vous donne pas envie d'avoir des enfants pour autant et d'imaginer un devenir de même que je suis pas confiant dans nos dirigeants. Je pense pas du tout qu'ils soient à la hauteur des enjeux, etc. Pour autant, je trouve ça faux de dire qu'il se passe absolument rien. Et j'ai quand même un petit espoir que tous ces gros trucs qui sont en train de se mettre en branle un jour suffisent. Et vous, Jas, est-ce que... Du coup, moi j'avais un peu la même posture avant, il y a quelques mois, et on m'avait posé la même question. Maintenant j'ai envie de dire que je suis optimiste. Bon, je m'explique déjà, sur les enfants, je pense que je n'en veux pas non plus, dans le sens où c'est pas tellement parce qu'il va y avoir trop de monde sur la planète dans 40 ans, c'est plus dans le sens où je n'ai pas envie de le confronter ou de la confronter, enfin ma fille ou mon fils ou autre, au monde qui les attend si rien ne change. Voilà, ça sur le point des enfants. Ensuite, je suis optimiste dans le sens où, pas parce que on parle de plus en plus de bilan carbone, etc. dans les entreprises, mais parce qu'il y a des gens qui sont de plus en plus déterminés à ne plus suivre ce mode de fonctionnement et de consommation, etc. Je prends l'exemple, par exemple, je prends l'exemple des luttes contre les grands projets inutiles en France. C'est-à-dire que c'est plein de petites localités, des gens qui sont parfois 5-10 et qui arrivent à faire chuter un projet d'une grande entreprise, Amazon, dans le Var par exemple. Ils ont réussi à interdire la mise en place d'un entrepôt qui allait détruire littéralement plein d'écosystèmes, etc. Ça va être aussi des gens qui vont se dire, par exemple, je prends l'exemple des Soulèvements de la Terre, qui est un collectif militant qui a pour vocation de récupérer les terres aux exploitants qui les massacrent en fait. Et donc le but, ça va être par exemple d'envahir, là il n'y a pas longtemps ils ont envahi le site Seveso à Lyon, en Villefranche de Monsanto. Ça va être ça, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de mettre en place un nouveau rapport de force. Et c'est là où je suis optimiste, c'est qu'il y a une prise de conscience que effectivement, rien n'est fait. Du coup, les gens sont capables de se dire on est prêt à prendre des risques, on est prêt à sacrifier effectivement des journées de travail et à créer autre chose. Et c'est cette autre chose dans lequel j'ai confiance. Donc en fait, ce que j'entends au travers de ce que vous dites, c'est que vous avez confiance dans l'opposition, mais pas forcément confiance dans ce qui peut changer à l'intérieur du système. Mais on va quand même voir si d'une certaine façon on arrive à changer. Et c'est pour cela que j'appelle tout de suite Jérôme Cohen à venir nous rejoindre, si vous voulez bien. Matrioche.